Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour les youtubeurs afin de ne rien manquer. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Et aussi, vérifiez bien vos abonnements puisque YouTube, et je ne parle que de YouTube, désabonne souvent, voire systématiquement, mes nouveaux abonnés. Donc ceux qui viennent de s'abonner, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné. Parce que là, j'ai encore perdu des abonnés en quelques minutes. Voilà, merci à vous pour cela et merci de votre soutien, bien sûr. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 9 décembre 2023, avec comme titre Washington avertit son propre Congrès ainsi que les Américains d'une menace terrible que font peser la Russie sur l'Europe, puisque d'après Washington, et on va le voir avec des articles et des vidéos, si le budget n'est pas voté par le Congrès et qu'on n'alimente pas l'Ukraine en armes et en financement, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et envahira d'autres pays d'Europe et qui sait, peut-être toute l'Europe. C'est bien possible, mais en tous les cas, une chose est certaine, Washington, l'administration Biden nous l'assure à 100%, si Vladimir Poutine gagne la guerre, il envahira une partie de l'Europe. C'est certain. Voilà, ça c'est ce que nous dit Washington pour le vote du budget. Alors, toutes ces, on va dire, menaces voilées, ces voix de Cassandre, eh bien, ont été émises avant le vote du 7 décembre du Congrès, donc avant le vote, et malgré toute leur grandiloquence, eh bien, ces personnes-là ont été bien penaudes, car le Congrès a voté non, malgré la ficelle grossière de la menace terrible de la Russie que fait peser donc la Russie sur l'Europe. Donc la corde était bien trop grosse, bien trop éculée et bien trop stupide. C'est vraiment encore une fois prendre le Congrès pour des idiots, quoi, pour prendre les hommes du Congrès pour des idiots, puisque déjà Joe Biden avait tenté sa chance en mettant le budget à voter ukrainien et israélien ensemble, en espérant que le Congrès soit assez stupide pour ne pas voir la grosse ficelle et voterait les yeux fermés, tout simplement parce qu'il y avait le budget israélien dedans. Voilà, mais bon, évidemment, les hommes du Congrès n'ont pas été stupides. Ils ont vu la grosse ficelle et ils ont quand même pas voté. Cela dit, il y a un nouveau vote qui va arriver le 15 décembre et encore un autre normalement en février. En tous les cas, c'est mal barré pour l'Ukraine et Israël pour cette année. C'est extrêmement peu probable que tout d'un coup le Congrès change d'avis après un premier vote et fasse encore un changement de vote le 15 décembre. Nous verrons bien. Alors Washington ayant toutes les cartes en main dans le sens de la puissance et pouvant effectivement exécuter ces menaces, il n'est pas impossible, malheureusement, que des menaces soient faites sur les membres du Congrès et les sénateurs américains, des menaces extrêmement graves, bien évidemment, afin qu'ils changent leur vote. Cela s'est déjà produit dans l'histoire américaine. Et puis n'oublions pas John Fitzgerald Kennedy, hein, qui s'en est mordu les doigts et même a été à la tombe parce que dans un hôtel américain, il avait déclaré au monde entier devant un parterre de journalistes qu'il allait combattre l'État profond au sein de son propre gouvernement. Vous imaginez que ça s'est mal passé après. Bref, donc nous allons voir tout cela, nous allons voir pas mal d'articles, quelques vidéos. Pour une fois, je ne vais pas parler du front, j'en parlerai à la fin, parce qu'il s'est passé trop peu de choses pour
en parler maintenant, donc on va directement passer aux informations générales hors front pour l'instant. Après les informations générales, je vous parlerai un petit peu du front. Enfin, ma conclusion des informations générales. Et comme d'habitude, on finira par la carte militaire. Voilà, donc là on va commencer par les articles et les vidéos. Donc là on va tout de suite commencer très fort par une volontaire ukrainienne qui travaille dans les forces armées ukrainiennes et qui a décidé de parler, de dire la vérité sur ce qui se passait réellement sur le front. Alors évidemment, elle n'aurait jamais pu dire cela à la télé ukrainienne. Là, c'est via un média internet ukrainien. C'est l'équivalent de notre TV Liberté chez nous. Donc là, elle parle en ukrainien, c'est sous-titré en anglais. Bon, je vais vous traduire au fur et à mesure. Et vous allez voir, c'est vraiment édifiant. Bon, moi, me concernant, je n'apprends rien, mais pour vous, ça peut être vraiment extrêmement intéressant, surtout que là, c'est un témoignage de première main. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, je vais vous traduire au fur et à mesure. Bon, bah, pour ceux qui connaissent très bien l'anglais, vous traduirez vous-même, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais quand même une petite traduction. Alors, on va commencer. Можливо, ви бачили, на жаль, в Росії це під особистим контролем Путіна. Alors là, elle démarre en disant, vous avez remarqué, mais la Russie est sous le contrôle de Vladimir Poutine. Державна програма. Він їздить на виробництво. Donc là, elle précise, il a décidé de lancer une grosse production et récemment, il y a une vidéo où on voyait la production des drones Lancet. Недавно були відео, де він їздив на виробництво ланцетів. Ланцети – це дешеві літаки з автоматичним наведенням. Les Lancet sont des petits avions pas chers qui ont un guidage automatique vers la cible. Ce qui est très difficile en réalité à bloquer. En fait, impossible à arrêter. На ціль, які дуже важко, фактично неможливо заглушити, які випалюють. Et qui brûle en réalité, donc ça c'est le fameux terme russe, hein. Les Russes disent toujours brûler pour dire détruire. Bon, nous on dit détruire. Donc pour détruire en réalité dans quelques régions jusqu'à 2/3 de notre équipement. Насправді, на деяких ділянках до 2/3 нашої техніки. От уяви собі, приїжджає там леопард. Imaginez un léopard ou un howitzer. Alors, howitzer, c'est un obusier, hein. En anglais, howitzer, c'est le mot anglais pour dire obusier. Donc, imaginez un tank léopard ou un obusier qui apparaîtrait sur le front, lesquels seraient vraiment difficiles à recommander au monde. Там леопард чи гаубиця, яку настільки важко адвокувати в світі, настільки дорого. Car ils sont si chers à transporter, à produire ici. Bon, quand on dit à produire ici, je vois pas trop le rapport parce qu'ils ne sont pas produits en Ukraine. Et ensuite, des drones pas chers volent et détruisent tout en quelques secondes avec les gens dedans. Alors avec les gens dedans, sous-entendu les chars, bien sûr. Donc là, c'est une information très importante. Ça veut dire que maintenant, les drones russes, donc là, il faut supposer les Lancet ont atteint une telle puissance, puisque je vous rappelle, si vous regardez mes points sur l'Ukraine, que les drones Lancet ne cessent d'être améliorés, comme je vous le dis depuis quelques mois maintenant. Et donc là, elle précise que non seulement ça détruit les chars et les obusiers, et concernant les chars, ça détruit aussi les gens dedans. Ça tue les gens dedans. Donc ça, c'est une grosse information. Et elle dit, donc je répète très vite, imaginez des drones pas chers qui détruisent tout en quelques secondes avec les drones dedans, avec les gens dedans. Alors ça vous rappelle peut-être mon précédent point sur l'Ukraine où je vous avais dit qu'un général allemand
avait précisé que ça valait pas le coup de donner des Léopard 2 à l'Ukraine, puisque ça vaut 6 millions de dollars environ un Léopard 2, et qu'il est détruit par un drone d'environ 20-25 000 dollars, donc ça valait pas le coup. Vous vous souvenez de ça, pour ceux qui me suivent? Bref, on continue. Перевозити сюди, виробляти, а потім влітає дешевий дрон і спалює це все за секунди разом з людьми. І саме тому Et c'est pourquoi Poutine, vous devez le comprendre, contrôle personnellement ses productions. Bon là évidemment, elle connaît pas trop, évidemment c'est pas Poutine qui contrôle ses productions. Le grand chef du complexe militaro-industriel russe, c'est Dimitri Medvedev. C'est Medvedev qui contrôle les productions, c'est pas Poutine bien évidemment. Mais bon bref. Путін, розуміючи це, особисто контролює ці виробництва. Особисто приїжджає. Bon, là, elle insiste, elle dit il vient personnellement communiquer avec les ingénieurs, les rassembler et leur donner leurs tâches à faire. Спілкується з інженерами, збирає їх і ставить їм задачі. Я вважаю, що Je crois que nous avons assez perdu de temps et nous devons arriver à la conclusion que si nous avions à un moment la parité, c'est-à-dire la force égale, ми настільки бездарно втратили вже стільки часу, і ми зайшли, якщо в нас був якийсь момент паритет, то зараз Росія maintenant, les Russes sont devenus infiniment plus forts que nous. росіяни обігнали нас в рази. І чим більше вони будуть Et le plus ils automatiseront leur système, alors là elle fait allusion aux drones intelligents qui ciblent automatiquement leurs cibles. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps de cela dans un point sur l'Ukraine, c'est-à-dire les nouveaux drones russes. Donc là elle confirme qu'ils sont bien utilisés et massivement. Donc je répète, plus ils automatiseront leur système, plus ils iront vers des drones qui auront une navigation optique automatique, c'est-à-dire à ciblage automatique. автоматизувати свої системи, чим більше вони будуть рухатися в сторону роїв дронів і автоматичної оптичної навігації, коли дрон фактично Donc il arrivera un moment où le drone en fait reconnaît donc non pardon, quand le drone reconnaît la cible même сам розпізнає ціль, фактично сам приймає рішення по et prend en réalité la décision tout seul. Et c'est pour ça, je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision basée sur tous ces faits. вражень. Це може бути комп'ютерний зір. Alors, cela peut être une vision d'ordinateur, cela peut être quelque chose de plus compliqué, basé sur l'intelligence artificielle, mais en tous les cas, ça fonctionne. Donc, elle ne sait pas si c'est un ordinateur puissant, maintenant j'ai compris, hein, qui est à l'intérieur des drones, ou si c'est une intelligence artificielle qui est à l'intérieur des drones, mais elle dit en tous les cas, ça fonctionne. Les drones russes sont efficaces. Там це може бути щось складніше, там на базі штучного інтелекту, але це працює. І коли таких дронів буде Et quand il y aura des milliers de ce type de drones, nous devrons faire une retraite de plusieurs dizaines de kilomètres en une semaine. відлетіти тисяч, ми змушені будемо відступати десятками кілометрів за лічені тижні. Тому прошу Par conséquent, je demande au commandant suprême de vraiment faire attention à tout cela, de prendre en considération tout cela et de prendre des directives directement sous son contrôle concernant tous ces problèmes. Voilà, on va arrêter là pour cette volontaire ukrainienne donc, qui travaille dans l'armée ukrainienne. Vous avez vu, son témoignage est très important puisque c'est un témoignage qui est de première main sur le terrain. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça.
la vérité maintenant apparaît, et ça c'est vraiment une bonne chose, surtout côté ukrainien. Donc c'est vraiment très très bien. On va passer à un autre article. Alors là, un article très intéressant de Reuters. Que dit-il? L'OTAN appelle à des normes communes et à une réduction du protectionnisme pour accroître la production d'artillerie. Donc en fait, c'est pour accroître la production d'obus, hein, artillerie obus. Donc là, que dit-il Reuters, il dit normes communes. Donc ça veut dire que tous les pays européens fabriquent des obus de 155 mm. Alors moi, à ma connaissance, je connais pas de pays européens qui fabriquent des types d'obus de 152 mm. Alors peut-être les petits pays de l'Est, style Estonie, Lituanie, voilà, mais bon, j'en connais pas, hein. Bon, alors ça déjà, c'est un peu un leurre pour moi, hein. Il y en a peut-être, mais qui fabriquent des obus donc au calibre russe, 152 mm, mais je les ai pas en tête. Bref, admettons. Et surtout, une réduction du protectionnisme. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est l'OTAN qui appelle à cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les obus que la France fabriquera, l'Allemagne, peu importe le pays, c'est l'OTAN qui décidera à qui il allouera les obus. Voilà. Donc si l'OTAN décide, ah bah toi, la France, tu vas donner tous tes obus à l'Ukraine, même si tu n'as plus rien à la fin, tu obéis, c'est tout. Voilà, parce que le but ultime de l'OTAN, bien évidemment, c'est qu'ils aient le contrôle militaire de tous les pays d'Europe, hein. C'est ce qu'ils veulent faire, bien évidemment. N'oublions pas le nombre de bases américaines déjà en Europe, donc ils sont très bien implantés. Le fait qu'ils obligent les pays d'Europe à acheter du F-35, ça c'est déjà un signe qui ne trompe pas. Bref, c'est ça leur but. Je continue. L'OTAN pousse ses membres à surmonter leur tendance protectionniste et à convenir d'une norme unique pour les munitions d'artillerie. Bon, ça on en revient à ce que j'ai déjà dit, des 155 mm. Bon, blablabla, le plus intéressant c'est ça. Selon Bauer, donc le chef du comité militaire de l'OTAN, il dit le prix d'un obus d'artillerie passait de 2000 € avant l'attaque russe contre l'Ukraine à 8000 €. Ça a été multiplié par 4. Alors pourquoi ça a été multiplié par 4? Bon, moi qui m'y connais en armement quand même, un minimum, je sais pourquoi. Alors d'abord c'est parce que il y a l'explosion des Nord Stream par les Américains qui ont fait qu'il y a une crise énergétique en Europe et ça demande énormément d'énergie de fabriquer un obus. Et ensuite les fabricants de poudre, d'explosifs, eh bien eux deviennent les rois sur Terre en ce moment. Puisque sachant que l'Europe et les États-Unis doivent en urgence fabriquer des obus, mais aussi des missiles et autres, hein, bien évidemment, eh bien les fabricants de poudre, d'explosifs, eux en ont profité pour augmenter leurs tarifs, bien évidemment. Puisque et, là, l'Europe, les États-Unis n'ont pas le temps de fabriquer leur propre usine de poudre et d'explosifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les fabricants déjà sur place, bien établis et qui fabriquent de manière massive, eh bien eux font ce qu'ils veulent, vu que l'Occident travaille en urgence. Donc ils en ont profité pour bien augmenter leurs tarifs. Et donc l'Occident est coincé. Parce que là, vous voyez, pour l'obus, ça a été multiplié par 4. Alors je vous dis tout de suite, le prix d'un obus aux États-Unis, c'est quasiment le même prix, hein. De mémoire, c'était 8600 $ aux États-Unis en moyenne, en moyenne. Donc, de toute manière, même les Américains payent très cher. Alors que, bon, bah évidemment, le prix d'un obus à fabriquer en Russie, c'est infiniment moins cher. Infiniment moins cher. Parce que non seulement ils n'ont pas de problème énergétique, ils n'ont pas de problème de taille, évidemment, de l'usine d'armement, de fabrication d'obus. Ils ont le personnel. Et en plus, énergétiquement, ça leur revient à pas grand-chose. Donc, alors, de mémoire, encore une fois, je crois qu'en Russie, ça coûte entre 400 et 600 $ un obus. Voilà, en Russie. Alors là, en bonne transition avec l'article précédent, je voulais vous parler d'un sujet que j'avais déjà parlé dans un point sur l'Ukraine il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sébastien Lecornu, notre ministre de la Défense, qui a été en Ukraine
accompagné d'entrepreneurs afin de signer des contrats d'armement avec l'Ukraine, avec Zelensky. Et il en avait signé. Il n'y avait pas que lui, il y avait les Allemands, les Anglais, les Américains. Et là, tout dernièrement, j'ai appris que les Américains et les Anglais et les Allemands avaient signé d'autres contrats avec l'Ukraine. Des contrats pour fabriquer des usines d'armement en Ukraine. Que l'Ukraine devienne un peu la Corée du Sud, hein, dans le sens le champion de fabrication d'armement. Hein, parce que la Corée du Sud, son ambition, c'est de devenir le premier fabricant d'armes et de munitions au monde. Ah oui, carrément, ils sont très ambitieux. Eh bien, les Occidentaux, c'est ce qu'ils veulent faire avec l'Ukraine. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire? Alors, bon, pourquoi ils surenchissent au niveau de la signature des contrats? Alors, pour moi, c'est que de la communication. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous imaginez, vous êtes un investisseur et vous devez construire une usine, allez, on va dire à 500 millions de dollars pour fabriquer des obus en Ukraine. Déjà, vous êtes un investisseur, comment vous allez fabriquer cette usine? Alors que le pays est en pleine guerre. Et que certes, la fin de la guerre est en vue, mais bon, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Bref, un investisseur investirait la fabrication d'une usine en Ukraine, un pays qui est totalement corrompu, qui est en guerre, avec un état-major qui travaille contre son président, c'est-à-dire qui se déchire en guerre intestine, en plus. Donc, et avec un coup d'État éventuel qu'on aura peut-être très bientôt. Vous imaginez des investisseurs, et puis n'oublions pas la crise énergétique en Ukraine. Là, l'Ukraine a perdu au moins, je dis bien au moins, entre 40 et 50% de sa production d'énergie électrique. Ça, faut le savoir. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporijie, est à l'arrêt. Il ne faut pas l'oublier. Et bien d'autres centrales, évidemment, ne fonctionnent plus très bien. N'oublions pas les attaques russes. Bref, l'usine pourrait même pas fonctionner faute d'électricité. Et encore une fois, les Russes, eux, se diront, ah bah non, c'est quand même les États-Unis, les Allemands, la France, l'Angleterre qui fabriquent une usine d'armement en Ukraine. Ah, on va pas les bombarder. Ah bah non, quand même pas, hein. Vous voyez? Vous pensez vraiment que l'investisseur ferait vraiment une usine d'armement en Ukraine? Mais ce serait complètement grotesque, pour ne pas dire suicidaire. Donc moi, je n'y crois pas un instant à tout ça, à tous ces nouveaux contrats signés. Pour moi, c'est que de la communication pour rassurer les Ukrainiens et pour rassurer les peuples du monde, comme quoi l'Occident soutient toujours l'Ukraine. Voilà, pour moi, c'est que de la communication. Voilà ce que je voulais en dire. Allez, on va passer à un autre sujet. Alors là, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo de US Global Leadership Coalition, c'est-à-dire un partenariat de plusieurs pays, évidemment surtout européens, avec à sa tête bien évidemment les États-Unis. Et là, nous voyons Anthony Blinken qui nous parle de l'état de l'Ukraine. Je précise que c'était avant le vote du Congrès. Alors je vous laisse voir parce que c'est sous-titré en français, et entendre, parce qu'il parle en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est parfait. Et on va analyser ça ensemble. Vous allez voir, c'est très drôle. So far, Ukraine, against all odds, has succeeded and more than survived. This has been a strategic debacle for Russia. It's weak. Alors là, on a l'Ukraine qui a réussi, mais de manière étonnante. Et il y a eu une débâcle stratégique pour la Russie, qui est plus faible qu'avant. Bon, évidemment, premier énorme mensonge. Je rappelle que c'était avant le vote du Congrès. Hein. Militarily, it's weaker economically. Alors là, c'est trop fort. La Russie est plus faible militairement et plus faible économiquement. Alors évidemment, factuellement, c'est complètement l'inverse. Là, il parle des États-Unis en réalité.
C'est l'inversion accusatoire, hein, typique d'ailleurs. Donc là, il ment encore une fois, deuxième énorme mensonge pour faire passer la propagande. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, ben, tout est parfait, hein, la musique est bonne, hein, comme on dit, hein. Mais vous voyez ce qu'il ose quand même proférer comme idiotie. Faut vraiment avoir aucune dignité, aucun honneur et se foutre complètement de sa propre crédibilité pour lancer des choses pareilles devant les caméras en plus. Devant les caméras, faut avoir un culot monstre pour et avoir aucune dignité de soi pour se ridiculiser à ce point-là, quand même. Bon, j'arrête là, on va continuer. It's weaker diplomatically. Ukraine is united. Europe is. L'Ukraine est unie. L'Ukraine est unie. Alors ça, c'est trop fort. L'Ukraine est en débâcle. Débâcle à tous les niveaux, militaires, économiques, politiques, au sein du gouvernement, la corruption. L'Ukraine est complètement divisée, totalement divisée. C'est complètement l'inverse qu'il faut comprendre. Donc là, il est en train de décrire les États-Unis. Là, il est en train de, depuis le début de l'entretien, il décrit ce qui se passe en fait aux États-Unis. Factuellement, c'est comme ça aux États-Unis. Donc oui, l'Ukraine est complètement désunie, bien évidemment, et même sa propre population. D'après LCI, le sondage entre guillemets indépendant qu'a trouvé LCI, c'est que Zelensky n'a plus que 39% d'opinion favorable. C'est Zaloujny qui a la grosse part du lion quant aux bonnes opinions. Bref, en plus, il y a un coup d'État en préparation au sein du gouvernement ukrainien entre le fameux trio, donc Zelensky, le général en chef Zaloujny et l'ancien conseiller militaire de Zelensky, c'est-à-dire Arestovitch. Alors il y en a certainement d'autres, mais moi je ne connais que ceux-là. Donc voilà, et ça c'est avéré, même Arestovitch le dit. Et Zaloujny, bon, il ne le dit pas, mais tout dans ses propos l'indique tout du moins. Allez, on continue. Gotten itself off of dependence on Russian energy. The NATO alliance is stronger. Alors là, il est tout fier de dire que l'Europe ne dépend plus de l'énergie russe. Oui, maintenant l'Europe dépend de l'énergie américaine, quoi, surtout du GNL américain, qu'elle paye infiniment plus cher que le gaz russe. Donc oui, il en est très fier. Alors qu'en fait, le fait d'être dépendant de l'énergie américaine a fait que ça a créé une crise énergétique, une envolée des factures, une envolée des prix de l'électricité et du gaz. Et donc le fait que de grandes entreprises allemandes ont décidé d'aller s'installer aux États-Unis pour payer moins cher les factures énergétiques. Voilà, et c'est parmi les plus grandes industries allemandes qui veulent aller aux États-Unis. Voilà, c'est merveilleux pour Anthony Blinken. And bigger, and getting even bigger. L'OTAN est plus forte et plus grande, elle s'agrandit toujours plus. C'est faux. Alors, c'est faux dans le sens elle est de plus en plus faible, vu qu'elle a tout donné en vain à l'Ukraine et qu'elle est dans un état militaire absolument catastrophique. Par contre, il est vrai que l'OTAN s'agrandit. Ça, c'est vrai. Avec la Suède, et non pas la Finlande, hein, comme certains ignorants le disent, la Finlande n'est toujours pas dans l'OTAN. Et d'ailleurs, même si je me souviens bien, même la Suède, Erdogan n'a toujours pas donné son accord pour la Suède même, hein. Donc ni la Suède ni la Finlande sont dans l'OTAN. Par contre, il est vrai que les États-Unis construisent plus de bases de l'OTAN, mais rien à voir avec l'Ukraine. Ils le construisent en Asie-Pacifique, au Japon, aux Philippines et en Corée du Sud, mais principalement aux Philippines. We need to be able to keep that going in a critical moment. Israel. Voilà, bon là après il parle d'Israël. Donc voilà, ça c'était l'intervention d'Anthony Blinken au US Global Leadership Coalition. Vraiment, il se ridiculise
Il en est devenu pathétique, mais bon, ça évidemment pour le kidam moyen qui n'y connaît rien, bah, tout semble parfait. L'Ukraine est en plein succès, l'Ukraine est complètement unie, la Russie est en pleine débâcle. Vous vous rendez compte ce qu'il ose dire à la télé, quoi, devant les caméras? Faut quand même oser, hein. Allez, on va passer à un autre article. Alors là, voici un article qui vient de The New Voice of Ukraine, c'est-à-dire le journal ukrainien, qui date du 3 décembre, donc c'était avant le vote au Congrès, concernant le budget ukrainien-israélien. Stoltenberg appelle ses alliés à continuer de soutenir l'Ukraine et à se préparer aux mauvaises nouvelles. Ah, c'est un oiseau de mauvais augure, Stoltenberg, qui, je vous le rappelle, est le chef de l'OTAN. Alors évidemment, il est aux ordres des États-Unis, bien évidemment. Donc vous voyez Stoltenberg qui dit aux alliés de se préparer aux mauvaises nouvelles. Vous vous rendez compte un petit peu là déjà ce que ça veut dire? Bon, bah, ça veut dire la défaite qui va arriver. Bon, il y a une certaine honnêteté de la part de Stoltenberg, même si ridiculement il appelle ses alliés à continuer de soutenir l'Ukraine, malgré le fait qu'il faut se préparer à la défaite ukrainienne, hein. Bon, on laisse tomber la contradiction. L'Ukraine a besoin de toute urgence du soutien continu de ses alliés occidentaux, car une victoire de la Russie, pays agresseur, vous voyez The New Voice of Ukraine, hein, qui insiste, un pays agresseur, aurait des conséquences tragiques, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg dans une interview à la télé allemande le 3 décembre. On va pas tout lire, hein. C'est un peu long, c'est un petit peu long. Le soutien continu à l'Ukraine et à sa victoire sont dans l'intérêt de l'OTAN, a déclaré Stoltenberg. Donc là, le soutien continu à l'Ukraine et à sa victoire sont dans l'intérêt de l'OTAN. Donc il croit encore à la victoire. Mais il nous dit de nous préparer à de mauvaises nouvelles. Alors il faut savoir, si le dictateur russe Vladimir Poutine gagne la guerre, cela constituera un danger pour l'Alliance, a déclaré Stoltenberg. Alors, Stoltenberg qui déjà, bon, très diplomatiquement, traite Vladimir Poutine de dictateur, ça va pas arranger les choses déjà. Mais bon, voilà, donc déjà, il pose comme dogme que Vladimir Poutine est un danger pour l'OTAN. Bon, ça, c'est pas faux. Les partenaires de l'Ukraine ne devraient pas seulement aider Kiev dans les bons moments, car la guerre est un processus dynamique, et ses alliés doivent se préparer aux mauvaises nouvelles, a-t-il déclaré. Nous devons soutenir l'Ukraine dans les bons comme dans les mauvais moments. La guerre actuelle est une guerre d'usure, une bataille pour l'efficacité, une bataille pour la logistique, a déclaré le chef de l'OTAN. Bon bref, on va s'arrêter là. Donc, bon, qui précise mauvaise nouvelle? C'est quoi la mauvaise nouvelle? Ben, en fait, il n'a pas besoin de la préciser. En gros, c'est il faut soutenir l'Ukraine malgré que l'Ukraine va être défaite. Voilà. C'est-à-dire, donner toujours à l'Ukraine, donner, même si on sait qu'on va perdre. Parce que c'est ça qui est dit, hein, puisqu'il faut se préparer aux mauvaises nouvelles. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises, les États-Unis veulent affaiblir la Russie, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte aux Européens, mais aussi aux Américains. Car eux-mêmes se tirent une balle dans le pied en voulant absolument essayer d'affaiblir la Russie. Car de toute façon, ils perdront et ils le savent. Puisqu'il faut se préparer aux mauvaises nouvelles, c'est-à-dire à la défaite, qui est inéluctable. Maintenant, tout le monde le sait, même les médias occidentaux le disent. C'est pour vous dire. Donc, en fait, ils veulent affaiblir la Russie jusqu'au bout. Il y a une sorte de fanatisme là-dedans des Américains, de l'idéologie qui devient une véritable religion, qui est religion pratiquée par des fanatiques. N'oublions pas ce qu'avait dit le plus grand des généraux vivants allemands dans le précédent point sur l'Ukraine. Je vous ai montré le journal qui disait, alors c'était les mots de ce général allemand qui s'appelait Kujat,
Et Khoujat disait que cette stratégie occidentale vis-à-vis de la Russie, c'est du fanatisme. Voilà, du fanatisme qu'on pourrait dire religieux, carrément religieux. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est du quoi qu'il en coûte aux Européens, aux États-Unis même, mais surtout aux Ukrainiens. N'oublions pas que il faut affaiblir la Russie jusqu'aux derniers Ukrainiens. Alors, avant-dernier article, on va parler du Getaway Pundit, qui est un grand journal internet américain. Et que lit-on? Tucker lance une bombe. Alors, Tucker, c'est Tucker Carlson, qui est la plus grande star journalistique aux États-Unis, la plus connue au monde concernant les journalistes américains. Tucker Carlson, c'est journaliste vedette de Twitter maintenant, ou X, d'Elon Musk. Alors Tucker Carlson, superstar international au niveau des journalistes. Bref, que dit Tucker? Lance une bombe. Le secrétaire à la défense Biden, Lloyd Austin, menace d'envoyer des Américains combattre la Russie si le Congrès ne donne pas plus d'argent à Zelensky et à l'Ukraine. Elon Musk répond. Alors là, ça date du 7 décembre, donc le Congrès a déjà voté non, mais il y a un nouveau vote au 15 décembre. Nous verrons bien, mais il est très peu probable que le Congrès change d'avis. Nous verrons bien. Donc là, vous voyez Lloyd Austin et Zelensky. Et là, que lit-on? L'Amérique pourrait être au bord d'une troisième guerre mondiale avec la plus grande puissance nucléaire du monde si le personnage médiatique conservateur le plus influent a raison. C'est-à-dire Tucker Carlson, le personnage médiatique conservateur le plus influent. Il parle de Tucker Carlson. Tucker a lancé jeudi après-midi une bombe selon laquelle le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a déclaré aux membres du Congrès lors d'un briefing mercredi que si le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne recevait pas plus d'argent des contribuables américains pour l'Ukraine, il a déclaré que le régime, c'est-à-dire l'administration Biden, enverrait ses proches, combattre la Russie. Il s'agit d'une menace ouverte de déclencher une troisième guerre mondiale. Voici le message complet et choquant de Tucker. Alors, là c'est en français. L'administration Biden menace ouvertement les Américains à propos de l'Ukraine. Hier, lors d'un briefing classifié à la Chambre, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a informé les membres que s'ils n'approprient pas plus d'argent pour Zelensky, nous enverrons vos oncles, cousins et fils combattre la Russie. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment une menace carrément envers les Américains. Donc en gros, ce que dit Tucker à la fin en conclusion, c'est payer les oligarques, donc les oligarques ukrainiens, ou nous tuerons vos enfants. Alors le tweet original est ici. Voilà, il est là, le tweet original. Donc cela a stupéfié Elon Musk qui a répondu, il a vraiment dit ça, Lloyd Austin. Donc là c'est Elon Musk qui répond à Tucker Carlson, il demande He really said this? Donc il a vraiment dit ça? Et là, Tucker Carlson répond, il a vraiment dit ça, je confirme. Voilà. Donc le Congrès devrait voter la semaine prochaine sur une enquête de destitution. Ce pourrait être une bonne idée d'accélérer le calendrier et de démettre Biden de ses fonctions dès que possible. Car là, en plus, on ne vous le dit pas dans les grands médias occidentaux, mais il y a eu une enquête du Congrès pour la destitution de Joe Biden du fait de son état cognitif. Voilà, parce que dans les lois américaines, évidemment, mais comme dans toute démocratie du monde, dans la Constitution, c'est marqué que si le président n'est plus apte à diriger le pays, il ne doit plus diriger le pays. Voilà. Donc là, comme il n'est clairement plus apte à diriger le pays, il y a une enquête du Congrès pour sa destitution. Nous verrons bien.
Alors là, on va finir par un extrait vidéo de LCI sur YouTube. Et vous allez voir, c'est au sujet de l'enrôlement en Ukraine. Et vous allez voir que l'enrôlement en Ukraine ne se passe pas très bien. Et même LCI maintenant le reconnaît, ce qui est vraiment très nouveau. Alors je vous laisse voir cet extrait. C'est que c'est l'incarnation de l'Ukrainien qui aujourd'hui veut échapper à tout prix, et peu importe que son pays ait été attaqué au front, Régis. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on entend depuis à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'on sent que l'armée ukrainienne manque de troupes sur le front. Ça devient difficile, j'ai envie de dire démographiquement, et que donc on commence à recruter ce qu'on ne faisait pas au début, donc d'aller chercher dans des classes qu'on avait peut-être moins sollicitées pour aller au front, y compris dans des villes de l'ouest du pays. On va à la sortie des restaurants le soir et on demande les papiers des gens et alors, vous voyez, là, mobilisés. Régis, vous qui connaissez ça par cœur, c'est complètement à l'ouest. Donc Oui, on peut dire que c'est l'arrière. Oui, C'est l'arrière. Et on a entendu le président Zelensky parfois dire mais l'arrière il suit pas. L'arrière il devrait être derrière notre effort de guerre. Absolument. Là, on n'a pas envie d'aller mourir pour Kiev. Ben, nulle part parce que le front est extrêmement meurtrier et effectivement, et moi-même je le vois, j'ai même des amis qui m'ont appelé en me disant est-ce qu'on peut avoir des documents pour venir en France, etc. Donc on sent cette pression qui n'a pas été présente en fait la première année, on va dire, et qui aujourd'hui arrive parce que voilà, ça se complique sur le front et que donc l'Ukraine a besoin de plus d'hommes. Mais Donc, Régis a raison, mais c'est en fait, il faut comprendre une chose. Les volontaires, ceux qui se sont levés au départ pour défendre le pays contre l'invasion russe, bah, en fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le front, et une partie sont morts. Ceux qui ne se sont pas levés il y a 2 ans, alors que leur pays allait tomber, pour le défendre, ils ne sont pas plus motivés aujourd'hui qu'il y a 2 ans. À part quelques-uns qui sont des plus jeunes, qui ont vieilli et qui sont arrivés à l'âge de la mobilisation. Mais grosso modo, la vague de volontariat qui fait que par patriotisme, on va décider qu'on défend... Bon, puis après, il y a eu le choc de Boutcha, qui fait qu'il y a eu une deuxième vague de gens qui se sont dit oulala, si on se fait envahir, voilà on va finir comme les habitants de Boutcha, massacrés dans les rues, donc mieux vaut se défendre que... Et là, maintenant, on en est arrivé à la fin. Et depuis le mois de janvier, il y a ce débat sur la mobilisation, porté par le chef d'état-major des armées, Zaloujny, qui demande à ce qu'une loi soit durcie pour pouvoir avoir plus d'hommes, parce qu'il a un problème, lui, sur le front. D'abord, il n'a pas assez d'hommes, et il n'a surtout pas assez d'hommes pour faire des rotations. Ce qui fait que ceux qui sont devant ramassent, parce qu'il y en a, ils ont pas eu de permission, depuis plus d'1 an. Alors que tous les jours, et pour eux, le repos, c'est de traverser 10 km sous le feu pour aller se prendre 2-3 jours de repos à l'arrière, 10 km plus loin, et revenir en reprenant les 10 km sous le feu, retenir la ligne 0 qui est la ligne dans la tranchée. Donc il y a quand même un sujet. Alors, que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, la conclusion, c'est que tout arrive comme il se devait. C'était inéluctable. Donc on a des Russes qui n'arrêtent pas d'avancer sur le front. Alors il n'y a toujours pas de grandes offensives, mais ils avancent incrémentalement sur le front avec une mainmise toujours plus grande, comme on a vu grâce à ce témoignage ukrainien de cette volontaire ukrainienne parmi les forces ukrainiennes justement. Donc tout ce qu'on disait il y a des mois et des mois, tout ce que je disais concernant les forces armées russes se confirme comme il se devait. Bien évidemment, les témoignages ukrainiens sont de plus en plus nombreux. Cette fois, il n'y a pas que les blogueurs russes qui parlent de la supériorité russe, qui est absolument sur tous les niveaux, au niveau du fait qu'ils aient beaucoup moins de morts que les Ukrainiens, que leur troupe est très motivée puisque la victoire est en vue, alors que c'est tout l'inverse pour les Ukrainiens qui voient la défaite en vue. Défaite d'autant plus tangible qu'au 7 décembre, le Congrès américain a voté non pour le budget 2023. Alors nous verrons pour 2024 ce qu'il en est. Et donc c'est une véritable catastrophe pour le côté ukrainien, mais j'ai envie de vous dire, c'est une catastrophe au ralenti.
C'est-à-dire, c'est comme un homme qui tombe au ralenti. C'est lent, mais c'est inéluctable, hein. C'est vraiment, c'est une défaite au ralenti, hein. C'est pas une grande offensive qui vient régler la chose en 24 heures. Ça se fait vraiment au ralenti. Alors, par contre, évidemment, le résultat, comme je le répète tout le temps, est absolument inéluctable. Et il n'y a que des mauvaises nouvelles côté ukrainien. On a ce coup d'État en préparation, on a cette guerre entre le chef d'état-major Zaloujny et Zelensky. On a Aristovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, qui fait des siennes sur Telegram. Sa voix porte, ne l'oublions pas. Zelensky, au dernier sondage, est impopulaire, alors que Zaloujny est plus populaire maintenant que le président. Et on a Joe Biden, Lloyd Austin, qui menace le Congrès d'une troisième guerre mondiale en disant, bah, vous voyez, si la Russie est victorieuse, Poutine ne s'arrêtera pas là. Il enverra d'autres pays d'Europe, dont des pays appartenant à l'OTAN. Et dans ces cas-là, les États-Unis seront obligés d'envoyer des troupes américaines combattre directement la Russie. Et si on reprend les propos de Lloyd Austin, ce sera vos fils, vos frères, vos cousins. C'est ce qu'a dit Lloyd Austin publiquement. Et ça a été repris par Tucker Carlson, comme je vous l'ai montré. Donc les États-Unis n'hésitent pas à jouer une grosse corde de propagande en prenant encore une fois les gens du Congrès pour des abrutis, sachant très bien que les gens du Congrès, surtout républicains, évidemment, n'avalent pas la couleuvre. Ils ne sont pas complètement stupides, malgré tout. Donc là, ces menaces avaient été faites avant le vote du Congrès. Les menaces vont quand même continuer puisqu'il y a un nouveau vote du Congrès le 15 décembre et encore un dernier en février. Mais je ne crois pas au 15 décembre d'un changement au niveau du vote. Je ne vois pas pourquoi. Bon, d'un autre côté, on ne peut pas prédire le futur non plus. Mais en tout cas, ça se présente extrêmement mal. Et là, comme on le voit sur la scène internationale, Vladimir Poutine, tout va très bien pour lui, à tous les niveaux, au niveau des BRICS, au niveau du commerce, au niveau de l'économie, au niveau militaire, et oui, au niveau de la réputation. Il est de plus en plus aimé par des pays à l'international, il est de plus en plus ami avec de nouveaux pays. Donc tout va très bien pour Vladimir Poutine. Je rappelle comme ça que le taux de chômage en Russie est de 2,9%. Je dis ça comme ça, hein. Et que l'économie est positive et ne va que vers une tendance haute. Très haute même, potentiellement. Et militairement, là, on atteint le ciel. C'est-à-dire, militairement, maintenant, la Russie est considérée comme la première puissance militaire du monde, d'après le site américain qui s'occupe surtout des affaires militaires, US News. Je vous avais montré l'article qui vous montre tout ça. Et en deuxième, ce sont les États-Unis. Et en troisième, c'est la Chine. Voilà. On parle de puissance militaire, globalement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Américains. Donc bref, tout se présente bien. Et là, Vladimir Poutine, pour finir mes derniers mots, c'est évidemment, il y a une élection présidentielle en Russie bientôt, et Vladimir Poutine, bien évidemment, se représente. Il sera élu, bien évidemment, et je rappelle comme ça que la Constitution permet à Vladimir Poutine de pouvoir être président jusqu'en 2036, si ça se présente bien pour lui, pour les années futures. Voilà. Maintenant, on va passer aux nouvelles sur le front. Alors, voici une carte militaire ukrainienne. Alors, comme d'habitude, hein, je vous préviens, les délimitations sont à prendre avec les pincettes, puis c'est une carte ukrainienne. Alors bon, Krinky ici, où il y avait eu l'opération Amphibie, qui comptait environ, on ne sait pas trop, 600 hommes, 700 hommes, 500 hommes, bref.
Donc ça a été un échec bien évidemment ukrainien. On va pas revenir dessus, à part le fait que sur Klinky, et d'ailleurs plus généralement dans la zone de Kherson, eh bien ils ont subi les premiers drones à intelligence artificielle qui ciblent automatiquement les cibles. Donc voilà, et ça va se propager sur toute la ligne de front comme je vous l'ai précisé la semaine dernière. Donc Klinky c'est exactement ici. Apparemment il resterait 100-150 hommes sur la rive est, c'est-à-dire côté russe. Alors ils auraient perdu 400-600 hommes, on ne sait pas trop. En tous les cas, plusieurs centaines, ça c'est certain, principalement par les drones et l'artillerie. Et je vous rappelle que ici sur Klinky, la semaine dernière, les Russes ont envoyé, chose qu'ils n'avaient pas faite avant, des véhicules blindés et des chars, maintenant, ici. Donc c'est évidemment la fin, ici. Maintenant, dans l'oblast de Zaporijie, là où il devait y avoir la grande offensive ukrainienne, hein, qui devait aller sur Tokmak ici, Melitopol et la mer d'Azov, comme ça, bon, bah ici, il ne se passe rien de spécial. Et d'ailleurs, le ligne de front, il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Ougledar, rien ne s'est passé de spécifique. Sur Malinka non plus, rien ne s'est passé. Sauf que là, vous voyez, enfin, la zone a été reconnue comme prise par les Russes. Donc vous voyez que Malinka est complètement englobée. Comme je vous le répète depuis des semaines et des semaines, il ne reste plus que la banlieue ouest. Tant que cette banlieue ouest ne sera pas prise, le ministère de la Défense russe ne la considérera pas comme entièrement prise par les Russes. Parce que contrairement aux Ukrainiens, quand les Russes disent, le ministère de la Défense, hein, attention, pas les blogueurs russes, quand ils disent on a pris une ville, c'est que vraiment la ville est prise. Hein. Alors là, pas grand chose à dire pour une fois, pas grand chose à dire sur Avdiivka. Évidemment, la ligne est complètement fausse, puisque sur Avdiivka, les Russes avancent très régulièrement. En fait, les Russes sont ici, ils ont pris tout ça. Là, sur la zone industrielle sud, ils sont ici, donc ils ont pris tout ça. Là, la pince a bien évidemment été bien avancée, là aussi. Alors ici, c'était là où il y avait Stepové, vous voyez, ça fait 3 semaines que les Russes ont pris Stepové, ou 2 semaines au minimum, et regardez, c'est comme si les Russes n'avaient pas avancé. Le Terril, il est même pas complètement pris, vous voyez. Bon, ça c'est une carte ukrainienne, hein, bien évidemment. Donc en fait, tout ça c'est russe, les Russes sont à la limite de ce village-là, donc tout ça c'est russe au final, tout ça est devenu russe. Donc là, c'est le complexe industriel de la coquerie. La coquerie, elle est là. Elle fait tout ça, la coquerie. Là, c'est le fameux terril, hein, qui va jusqu'à 100 mètres de haut, apparemment. Et là, c'est la zone industrielle sud de Avdiivka qui a été prise par les Russes. Les Russes ont pris tout ça. Les Russes ont pris tout ça. Voilà. Même ce petit endroit-là, Sévénier, ça a été pris par les Russes, déjà. Et là, la pointe, maintenant, elle est comme ça. Et là, elle était jusqu'à ce petit village ici. Mais par contre, ça n'a pas bougé. Apparemment, il y aura entre 5 km 5 entre les deux pinces. Ça n'a pas bougé. Le front a été vraiment très, très stable. Alors, on va remonter. Donc là, c'était la zone de Donetsk. Hein. Donc, on va remonter. Là, sur Bakhmut, qui maintenant s'appelle Artyomovsk. Bon, là, il s'est passé des petites choses. Là, les Russes ont avancé un peu sur le nord, mais un peu simplement. Donc là, ils sont en réalité, ils sont dans la zone grise. Là, c'est marqué zone grise. Mais en fait, ça leur appartient. Toute cette zone grise leur appartient. Là où ils ont avancé, et que c'est la plus grosse avancée du front, c'est sur Klitschivka. Alors évidemment, tout est faux ici. Donc Klitschivka est entouré principalement pour le nord, parce que là, en fait, ça fait un triangle. Ça fait un triangle comme ça qui est pris par les Russes. Et Klitschivka est pris par les Russes jusqu'à ce niveau-là. Voilà, ça fait comme ça, en fait. Voilà, tout ça, ça devrait être rose. Et Klitschivka,
Voilà, est prise comme ça avec ce triangle au nord. Donc elle est dans un chaudron et Klitschivka va bientôt tomber, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Bakhmout. Là, on va passer sur le chaudron de Siversk. Siversk, les Russes sont avancés, principalement sur le sud ici. Donc là, évidemment, ce n'est pas montré, c'est une carte ukrainienne, ce n'est pas montré du tout. Donc là, ils ont fait une petite avancée d'1 kilomètre environ, 1,5 km ici. Donc ils avancent. Ça avance de manière incrémentale, hein, c'est quelques centaines de mètres, mais ils avancent. Et enfin sur Kupiansk, ils avancent aussi. Alors là, ce que vous voyez là, les zones blanches en fait ont été prises il y a déjà longtemps. En fait, ils sont dans la forêt ici. Et il y a d'intenses combats dans les forêts au nord de Kupiansk. Et donc en gros là c'est très disputé ici. Alors maintenant une chose à dire qui est relativement importante, c'est qu'il y a eu beaucoup de renforts qui ont été envoyés à Kupiansk. Et il y a eu beaucoup de renforts qui ont été envoyés sur Avdiivka. Et c'est pour ça que sur Avdiivka, là pour l'instant ça bouge plus trop, car les Ukrainiens ont envoyé beaucoup de renforts sur Avdiivka ainsi que sur Kupiansk. Alors c'est la deuxième vague de renforts sur Avdiivka. La première vague a été massacrée par les Russes, donc là c'est la deuxième vague de renforts. Je vous rappelle que Zelensky a considéré Avdiivka comme Bakhmout, c'est-à-dire à défendre à tout prix, contrairement à l'avis de Zaloujny. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la ligne de front. Je vous ai rien dit concernant la mer Noire parce qu'il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Il y a eu des grosses attaques de drones par les Russes, sur toute l'Ukraine. J'en parle pas parce que c'est devenu habituel. Les Russes ils ont des dizaines de milliers de drones maintenant à disposition. Donc ils envoient des drones perpétuellement, comme en témoignent les soldats ukrainiens qui disent qu'il y a toujours des essaims de drones au-dessus de leur tête. Voilà, et c'est pour ça qu'ils envoient très peu de chars ou de véhicules blindés et qu'ils interviennent surtout avec l'artillerie. La preuve la plus magistrale est ici, très exactement ici, là où il y a le doigt sur Klinky, où ils ont fait une attaque amphibie très importante, leur plus grande en fait depuis le début de la guerre, avec plusieurs centaines d'hommes, 600, 700, on ne sait pas exactement, mais uniquement avec des fantassins et des bateaux. Et les bateaux se font massacrer quand ils y arrivent. Aux dernières nouvelles, cette semaine, il y en a eu 17 bateaux de coulés. Et d'ailleurs, la volontaire qu'on a vue en début de vidéo, elle disait qu'il y avait énormément de bateaux qui étaient coulés à Klinky, justement, puisqu'elle a fait partie de ce bataillon-là. Le bataillon côte ouest, hein, évidemment. Après, elle a fait une retraite. Voilà, ce n'est qu'une volontaire, hein, c'est pas un soldat. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les youtubeurs afin de ne rien manquer. Et bien sûr, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Réinformation sur le monde, ainsi nommé sur YouTube, ou Analyse du monde, analyse avec un S, ainsi nommé sur Rumble ou Odyssée. Voilà, merci à tous de votre soutien et toujours, soyez curieux.